Monsieur Aboulaye Chérif Diaby, Présent, Monsieur le procureur. vous étiez bien le ministre chargé de la santé et de l'hygiène publique. Oui, Monsieur le procureur. Vous étiez censé être informé de tout ce qui se passait au sein de votre département. Pardon, Vous étiez censé être informé de tout ce qui se passait au sein de votre département. Oui, c'est ce que la logique voudrait. Donc, dans les conditions normales, Dans les conditions normales, on doit me rendre compte. tout ce qui se passait en ce moment, vous étiez responsable au sein de votre département. Ah, bon, être responsable de tout ce qui s'est passé, là, je ne suis pas tellement d'accord, parce que peut-être que certains, pourquoi, il peut y avoir des choses que certains font et qui ne me rendent pas compte. Et donc, je ne peux pas être responsable de ça. Est-ce qu'il est arrivé une seule fois Tout ce dont on me rend compte et que j'approuve, c'est que je suis responsable de ça. Est-ce qu'il vous est arrivé de constater que des choses se passaient et qu'on ne vous tienne pas au courant? Bon, à l'époque, non, pas tellement. Donc tout ce qui se passait quand même, a priori, mais quand même, il y a des choses qui se passaient, peut-être qu'on ne me rendait pas compte. telles que Par exemple, je suis sorti une fois, je suis allé à Forcaria, je devais voir certains centres de santé, voir les équipements. J'ai vu qu'on me trompait. on vous L'argent, trompait. oui, l'argent était décaissé au niveau du ministère de la Santé pour les médicaments des centres de santé, alors que c'est des centres de santé non fonctionnels. Mais il a fallu que je vienne sur le coup, parce que là-bas, je savais ce qui se passait, parce qu'il y avait le centre de santé, il y avait le camp de Kalia. Il y avait des gendarmes en formation là-bas. Donc, je connaissais le centre de santé qui était presque à côté du camp de Kalia. Il n'était pas fonctionnel. Alors que les gens décaissaient l'argent ici pour l'achat des médicaments et du matériel pour ce centre de santé qui était non fonctionnel. Donc, vous voyez, il y a des choses qui m'échappaient quand même, qu'on ne me rend pas compte, monsieur le procureur. Donc il y a des choses qui se passaient, vous n'étiez pas au courant. Sûrement. D'accord. Nous revenons toujours sur le cas des disparus. Oui. Général Toto, paix à son âme, avait déclaré au cours de son interrogatoire du 2 mars 2015 qu'il avait constaté au camp Samori la présence de 22 corps. Et également, le même jour, aux environs de 17 heures, il avait remarqué également la présence de 54 corps. Ces corps étaient venus dans des camions. Et un peu tard la nuit, ces corps ont été retirés par des bérets rouges pour être envoyés d'abord au niveau des morgues de Donka et d'Ignasdine. Et finalement, ces corps ont été retirés pour une destination inconnue. Qu'est-ce que vous en dites, puisque vous étiez le ministre de la Santé? Merci, monsieur le procureur. Par rapport à ce problème, moi, on ne m'a jamais informé de l'existence de ces camions au camp Samori, de ces camions qui avaient des corps. D'accord. On ne m'a jamais informé ou rendu compte que les corps ont été subtilisés à la mort. Mais je n'infirme pas et je ne confirme pas. Ce que je sais, en ce que je sache, monsieur le procureur, permettez-moi une minute, je vais vous expliquer un peu le truc. En ce que je sache, les morgues se ferment à clé. On ne m'a jamais rapporté qu'une porte d'une des morgues a été défoncée, qu'une fenêtre a été cassée, que les chambres froides ont été cassées. Alors qu'il y a une équipe de garde permanente à la morgue, il y a des équipes de garde qui se relaient, il y a un risque de garde. Je crois que la traçabilité peut être là. S'il y a eu des corps qui ont été subtilisés, d'abord déposés au camp Samori, envoyés dans les morgues, subtilisés, il y a des équipes de garde et puis il y a pas eu, on n'a pas défoncé les portes ni les fenêtres. Bien. Mais on a l'impression que votre autorité n'était pas effective.
Parce que les militaires étaient dans les différents hôpitaux jusqu'au 2 octobre 2009. C'est seulement le 2 octobre 2009 qu'ils ont quitté. Vous, ministre de la Santé, vous n'étiez pas au courant de cela? Non, non, non. Moi, d'abord, après le 28 septembre, souvent je venais à Donka, parce que le comité de crise, je l'ai installé à Donka là-bas, mais pas à l'hôpital là où il y a les malades, à l'administration, parce qu'il y a un autre, il y a un bâtiment annexe. Vous n'étiez pas au courant de la présence des militaires? Non, moi je n'ai pas vu les militaires là-bas. Très bien. Moi, je n'ai pas vu. Est-ce que par rapport à tout ce qui s'est passé, vous avez dressé un rapport écrit en tant que ministre de la Santé? Un rapport écrit pour qui? Mais pour votre hiérarchie? Bien sûr, je rendais compte. Non. Est-ce que vous avez fait un rapport écrit? Bon, oui, le comité de crise. Est-ce que vous avez fait un rapport écrit par rapport à tout ce qui s'est passé le 28 septembre 2009? Non. Non. Merci. Commandant Toumba a dit que le jour où ils ont pris le pouvoir, vous étiez venu de vous-même au camp Samori, au camp Alpha Yaya. C'est vrai? Bon, lui croit que je suis venu de moi-même, mais moi je sais que je n'étais pas venu de moi-même. Vous étiez allé de vous-même au camp Alpha. Il croit que je suis venu de moi-même, mais il ne savait pas le truc. Je n'étais pas venu de moi-même, on m'a appelé. Qui vous a appelé? Mes amis. Qui? Sekouba Konaté m'a appelé. Qui vous a appelé? M'a appelé, Gorka m'a appelé, puisqu'à l'époque j'étais directeur général du service santé des armées. Le président est décédé, il fallait d'abord que je m'occupe de son corps. Donc vous étiez venu pour participer à la prise du pouvoir? Ah, moi ils m'ont appelé et dit, mais tu n'as pas fini de préparer. Est-ce que vous étiez allé au camp Alpha Yaya pour participer? Laissez-le. Moi ils ne m'ont pas parlé de prise de pouvoir. Ils m'ont dit seulement que tous nos amis sont là-bas, nous devons nous voir. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Et quand vous êtes arrivé? Hein? Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez constaté? Quand je suis arrivé, monsieur le procureur, j'ai trouvé un autre problème plus fort que moi. Quel problème? D'abord, qu'est-ce que vous avez trouvé? Quand je suis arrivé devant le... Parce que j'étais réuni à Bata, devant le bureau de Konaté, général Konaté. Lorsque je suis arrivé, c'est Makambo qui m'a reçu. Makambo était poussé dehors. Et il me dit, mon colonel, parce que j'étais lieutenant-colonel en 2008. Il me dit, mon colonel, rentrez, vos amis sont dans le bureau de votre ami Sekouba. Mais d'ici 4 h du matin, si vous ne prenez pas le pouvoir, on vous égorge tous. On met un sergent. C'est-à-dire, malgré ma taille là, j'ai grandi encore de plus. Et puis, je suis rentré parce que je n'avais pas le choix. Lorsque je suis rentré, j'ai salué. Personne ne répond. J'ai fait comme ça. Bon, j'ai tenté de sortir. Effectivement, je suis sorti. J'ai voulu fuir. La vérité est bonne à dire. Après, Makambo me demande, où vous allez, mon colonel? J'ai dit, je ne peux pas uriner. Il prend 2 militaires là, il dit, accompagnez le colonel, il va se mettre à l'aise. Je suis allé là-bas, donc il n'avait pas d'échappatoire. Après, je me suis retourné, je suis rentré. Pourquoi vous avez voulu fuir? Parce qu'ils ne m'avaient pas dit que c'était un problème de coup d'État. Ils m'ont dit qu'ils étaient à réunion de venir. Bien. Est-ce que vous étiez au courant de la réunion qui s'était tenue dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009? La réunion qui s'était tenue au camp Alpha Yaya? Non, monsieur le procureur. Vous savez, bon, moi, je partais rarement au camp Alpha Yaya. Sauf, je partais au camp Alpha Yaya à la présidence seulement si j'avais des documents à faire signer par le président ou bien un compte rendu à lui faire. Parce que d'abord, j'habite le camp Samori et mon bureau est à 150 mètres du rond-point du port. Donc, si je n'ai pas de dossier à faire signer par le président ou bien un compte rendu à lui faire, je partais rarement à Alpha Yaya. Donc, vous n'étiez pas au courant de cette manifestation? Non, monsieur le procureur. D'accord. Vous parlez Pulaar? Oui, je parle Pulaar, je parle Soussou, je parle Malinké. Vous n'avez jamais parlé à une victime en Pulaar?
À une victime? En Poulard. Une victime, non? Non. Mais je cause avec mes amis en Poulard. Ou bien certains malades, certains de mes malades, s'ils viennent, si c'est des halles Poulard, je les interroge en Poulard. D'accord. Vous parlez Poulard. Je parle Poulard. Bien. Et les cas de disparus, il faut qu'on reparle parce que même la commission nationale d'enquête indépendante a parlé de 21 cas de disparus. Des personnes disparues ou bien des Des corps? personnes disparues. Non seulement il y a eu des personnes disparues, mais aussi des corps ont disparu. Vous ne savez rien de tout cela? Non. Non. Pour le cas des corps disparus, par exemple, si ces corps étaient arrivés à la morgue, c'est ce que je vous ai dit, monsieur le procureur, la traçabilité est là. Les morgues se ferment. Il y a des équipes de garde. La morgue n'est jamais... Il y a toujours une équipe de garde. C'est des équipes qui se relaient. Et puis il y a des registres de garde. Bon, pour peut-être les disparus, s'ils ont disparu à l'hôpital aussi, c'est dans des services. Il y a les chefs de service et puis il y a le personnel de garde dans les hôpitaux en ce que je sache. D'accord. Qui était le commandant du régiment? Du Régiment. Monsieur le procureur, franchement, moi, je ne connais pas qui était commandant du régiment. Non, vous le savez. Non. Vous savez qui était le commandant du régiment? D'abord, moi, ce que je sache, d'abord, même l'histoire du régiment là, sinon, il y avait une garde présidentielle au début. Moi, c'est après j'ai entendu parler de régiment. Et de quel régiment? On dit régiment commando. En ce que moi, je croyais que c'était au début. Au début, c'était Aïdor qui était le commandant, le patron de la garde là-bas. Après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je vous dis que si je n'avais pas quelque chose à faire signer par le président, je ne venais pas à Alpha. J'habite le camp Samori, donc en ville, et je travaille au ministère de la Santé, à 150 mètres d'un point du port. Bien. Donc quand je vais à Alpha, vous ne pouvez pas nous dire qui était le commandant du régiment? Pour moi, c'est Aïdor. Oui, quand Aïdor a été enlevé. Non, je ne me suis pas intéressé au fait. Je ne me suis pas intéressé. Ce qui est entre Alpha et moi, je viens, je fais signer mes papiers et puis je pars. D'accord. Je ne me suis pas intéressé du tout. D'accord. Que savez-vous du camp Kaléa? Est-ce qu'il y a eu des recrutements là-bas? Kaléa. Bon. Parce que vous m'avez posé deux questions. Qu'est-ce que je sais du camp de Kaléa? Oui. Je sais beaucoup de choses du camp de Kaléa. Oui. Avant d'abord que je ne sois ministre de la Santé, j'étais directeur général du service de santé des armées. C'est moi qui ai dirigé le recrutement de 2008. J'avais combien? 4000 et quelques gendarmes en formation au camp de Kaléa, à Kaléa et à Sonfonia. C'est en ce moment que j'ai connu le centre de santé de Kaléa. Je ne savais même pas que j'étais ministre de la Santé. Les 4000 ont été recrutés quand? En 2008. 2008. Au temps du général Lansana Conté. Au temps du CNDD, est-ce qu'il y a eu des recrutements? Bon, j'en ai entendu parler qu'il y avait recrutement au temps du CNDD, mais ça ne m'a pas intéressé. Vous avez entendu parler? Oui, qu'il y avait des recrutements. Vous avez appris qu'il y a eu des recrutements? Oui, mais ça ne m'a pas intéressé. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de m'aider à avoir une place, deux places. En fait, ça ne m'a pas intéressé. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient en formation au kilomètre 66? Oui, à l'école de la marine. C'était des nouvelles... Ça aussi, j'ai appris. Je suis jamais parti là-bas. C'était des nouvelles recrues? Oui, je crois que c'était des nouvelles recrues. Il y avait des nouvelles recrues au kilomètre 66? Oui, je crois. Il y avait également des nouvelles recrues au camp de Kaléa? À Kaléa. Tout ça, j'ai appris. Hein. Vous confirmez? Tout ça, oui, mais bien sûr. Tout ça, je l'ai appris. D'accord. Vous confirmez tout cela? Oui, il y a eu des recrues quand même. Merci bien. Bonjour, professeur. Oui, bonjour, monsieur le procureur. Alors, je voudrais savoir si, parce que dans ce dossier, tant le récit des victimes que de certains témoins et le rapport de la commission d'enquête internationale, on a fait état de personnes mortes par électrocution. Est-ce que l'examen que vous avez eu à faire sur les corps qui vous avaient été déposés
dans des camions militaires au niveau des 2 morgues. Est-ce que vous avez rencontré ces cas-là, des personnes mortes par électrocution? Oui, c'est bien possible. Et pourquoi je les ai groupés dans les morts par asphyxie? Vous savez que ce soit des personnes qui ont eu une compression au niveau de la cage thoracique, donc cette compression a empêché les mouvements d'inspiration et d'expiration pour faire entrer de l'air dans les poumons et qui explique le manque d'air et l'hypoxie et la mort, soit aussi par électrocution, ça peut être le même mécanisme mortel qu'on peut retrouver. Donc je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu des cas, mais dont on n'a pas pris soin, parce que si tu dis électrocution en plus, parce que les morts par asphyxie, en fait, on ne retrouve rien sur les corps. Vous n'avez pas une blessure visuelle, que vous voyez rien. C'est seulement parce qu'on sait reconnaître les asphyxies mécaniques à travers des examens médicaux légaux que nous faisons sur les corps, les piquetés hémorragiques, et c'est les mêmes signes qu'on retrouve dans les cas d'électrocution. Donc oui, je le confirme. Pour ma gouverne, professeur, lors de votre récit, vous avez dit que ceux qui meurent par asphyxie, c'est généralement par manque d'oxygène. Oui. Alors, je voudrais savoir si, parce que vous avez dit que les signes sont approximativement les mêmes, pour le cas de ceux qui sont morts par électrocution, est-ce qu'il n'y a pas autre signe particulier visible sur les corps qui ne soit pas, qui soit différent de l'asphyxie? Électrocution, même l'autopsie, elle est blanche. Vous faites une autopsie de quelqu'un qui est mort par électrocution, vous n'avez rien. Elle est autopsie blanche. La seule chose que vous pouvez retrouver, c'est s'il y a une brûlure. S'il y a une petite brûlure au niveau des extrémités, ça peut vous donner une idée. Et surtout, les faits directoires, c'est-à-dire que les explications, les renseignements de la police ou les témoins qui vont dire quelque chose. Mais électrocution, vous couchez le corps, vous l'examinez sur le plan macroscopique, vous n'avez absolument rien, mis à part quelques signes d'asphyxie que vous pouvez voir. Et autopsie, vous n'avez rien. C'est une autopsie blanche. D'accord. Pour le cas de ceux qui sont morts par électrocution au stade du 28 septembre, il a été acquis au débat ici que des militaires ont tiré sur des fils électriques qui sont tombés au niveau de certains toits, et beaucoup de citoyens, par méconnaissance, en voulant se sauver, en montant sur ces toits-là, ont pu être électrocutés. Ma question, c'est de savoir si ça pouvait laisser transparaître des traces visuelles au niveau des mains. Oui, c'est possible. Mais encore une fois, monsieur le procureur, malheureusement, on n'a pas pu... Vous savez, quelquefois, il faut être orienté. Est-ce que vous avez rencontré des cas? Voilà, professeur? on n'a pas recherché. C'est-à-dire qu'on a, je vois mes notes, on a eu 18 cas d'asphyxie. Sur les 18 cas d'asphyxie, on s'est dit c'est des personnes qui sont décédées parce qu'elles ont manqué d'oxygène. Quelles sont les circonstances? Est-ce qu'elles ont été brûlées parce que électrocution, ça veut dire que c'est une décharge électrique qui va probablement entraîner une tachycardie. Le cœur va filer beaucoup plus vite avant de s'arrêter. Mais si vous regardez, vous avez peut-être le signe d'arrêt cardiaque que vous allez retrouver macroscopiquement. Et vous pouvez quelquefois ne même pas avoir de brûlure dans les cas d'électrocution là, parce que tu mets ta main, ça va. Mais encore, procureur, c'est une autopsie blanche. Et si on est orienté avant, on pourrait éventuellement rechercher, éventuellement quelques petites brûlures ou des lésions. Mais sinon, on les met dans le groupe de morts par asphyxie avec peu de signes visibles macroscopiquement. Ensuite, vous confirmez qu'il y a eu des personnes qui étaient mortes par arme blanche, parce que dans le dossier, on a fait état de certaines recrues de Caléa qui, pour la plupart, avaient des armes blanches à l'aide desquelles ils ont pu blesser beaucoup de victimes. Vous confirmez quand même que... Oui, je confirme. Bien. Est-ce qu'il y avait
autres blessures d'autre nature que ça ne soit par des armes blanches, que ça ne soit des armes à feu? Est-ce qu'il y en avait d'autres? Bon, ce que j'ai pu observer, comme je vous ai dit, c'est les armes à feu. C'est les armes blanches, là où il y a les deux catégories. Il y a les instruments piquants tranchants, qui peuvent être des baïonnettes ou des couteaux. Il y a les instruments tranchants contondants, qui peuvent être des machettes. Ça, donc il y a les armes blanches, deux types, piquants tranchants et tranchants contondants. Ça, on les a observés chez les victimes. Je reviendrai sur l'irruption des militaires au niveau des deux morgues, notamment au niveau de la morgue de l'hôpital Donka. Il y a une victime qui a comparu ici, qui s'est fait aider par un médecin pour avoir une blouse à l'effet de voir si elle pouvait rechercher et identifier son parent. Elle nous a dit, dans un récit très glacial, qu'en réalité, elle en avait été empêchée parce que la morgue de l'hôpital Donka était prise d'assaut par des militaires. Vous, qui étiez le responsable des deux morgues, Ignace Dine et Donka, le personnel que vous aviez déployé à Ignace Dine, c'était le vôtre, qui vous faisait des remontées périodiques, je suppose. Est-ce qu'on vous avait indiqué que les morgues étaient militarisées au point d'empêcher les citoyens d'avoir accès aux dites morgues pour identifier leurs parents? Bon, comme je vous ai dit, je sais très bien que toutes les deux morgues étaient surveillées par des militaires. Ça, je le sais. Je sais également que les militaires qui étaient arrêtés à la rentrée des deux morgues veillaient à ce que les gens ne rentrent pas à tout moment. Je crois qu'on avait même mis en place un programme d'entrée et de sortie pour examiner les corps. Et je sais qu'il y avait des difficultés naturellement d'accès pour le tout venant à la morgue. Et d'ailleurs, c'était ça l'esprit de la présence des militaires, de mettre ici pour éviter que les gens ne rentrent et sortent n'importe comment. Maintenant, pour ce cas particulier, je ne peux rien dire. Elle a certainement raison, parce que si tu es en blouse, effectivement, on ne t'arrête pas. Je vous ai dit au début ici, quand moi je venais à Ignace à l'époque, sans ma blouse, mais j'étais arrêté. Mais quand je porte la blouse, on me laissait passer. Elle peut effectivement aller prêter une blouse, et puis voilà, venir passer et puis faire ce qu'elle est en train de faire. Je suis d'accord, ça c'est bien possible. Mais je n'ai pas l'information selon laquelle la morgue a été, je ne sais pas, pris d'assaut par des militaires pour venir récupérer les morgues. Honnêtement, je n'ai pas l'information. D'accord. Le même 28 septembre, quand vous avez reçu l'appel du service de santé des armées, vous êtes venu directement à l'hôpital Ignace Dine. Oui. Est-ce que la même nuit, vous avez fait un tour à la morgue de l'hôpital Donka? Non. Le lendemain? Comme je vous ai dit, c'est quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas gérer tous les décès des événements à Ignace Dine que j'ai dit, réquisitionner la morgue de Donka et envoyer les corps là-bas. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, on avait déjà pris des dispositions avec la directrice de l'hôpital Donka et j'ai envoyé déjà une équipe pour la gestion des corps, comme je vous ai dit tantôt, le docteur Gabriel, qui s'est associé à l'équipe qui existe déjà à Donka, plus certains personnels de Donka. Donc on a mis une équipe sur place pour gérer les corps. Maintenant, à partir du troisième jour, c'est que je passais plus ou moins régulièrement à Donka. En tout cas, toutes les informations pour les décès et l'état des corps et tout ça m'était remonté régulièrement par l'équipe de Donka. Donc, personnellement, vous n'êtes pas venu avant 3 jours? Oui. Quand vous êtes arrivé, est-ce que vous vous êtes intéressé à la pharmacie de l'hôpital Donka? Vous êtes arrivé de ce côté-là? Non, je viens toujours à la morgue, je ne viens pas à la pharmacie.
je viens à la morgue, hein, sauf si j'ai besoin de médicaments, mais je ne suis pas allé à la pharmacie. Les jours d'après, À la pharmacie, non. En fait, vous savez que j'ai la possibilité de rentrer par la petite porte qui est juste après les rails, donc je ne fais pas le tour pour venir jusqu'à la pharmacie. La pharmacie est vraiment du côté opposé, quoi, donc je ne venais pas. En 2009, Oui. vous étiez combien de médecins légistes pour la Guinée? Bon, et vous savez que... Alors, 2009, je pense que j'étais encore seul. C'est en 2016 que j'ai mis en place ce qu'on appelle le diplôme d'études de formation des spécialistes en médecine légale. Confirmez qu'en 2009, vous étiez seul. Oui, j'étais seul, mais j'avais À votre avis, professeur, qu'est-ce qui explique, après ces crimes de masse-là, on a parlé de viol, il y a eu une centaine de femmes qui ont été violées. Qu'est-ce qui explique qu'on ne s'est pas adressé au seul médecin légiste que vous étiez pour examiner ces femmes victimes de viol et de violences sexuelles? Mais il faut demander au procureur. C'est le procureur qui me requiert, moi. C'est vous qui me faites travailler. Si je ne suis pas requis, d'abord, je n'irai pas. Et on va me demander qu'est-ce que je viens faire ici. D'accord. Excusez-moi. Le procureur ne vous avait pas requis pour procéder à l'examen de tous ces corps, à l'examen que vous avez fait. Mais vous avez fait votre travail à vous, votre travail professionnel. Ouais. Est-ce que vous ne pouviez pas faire la même chose? Parce que pendant ce temps, il y a des femmes qui se dirigeaient vers certaines cliniques de la place. Il y a des certificats médicaux qui sont versés au dossier, qui sont établis par le centre médical mère et enfant, établis par certaines structures sanitaires, dont des centres de santé, de Ratoma, je crois, et de Matam. Pendant ce temps, le monde savait qu'il y avait un médecin légiste. Pourquoi ça, professeur? Oui, ben, vous savez, la relation entre le médecin et le malade, c'est une relation de confiance et de conscience. Si le malade ne vient pas vers vous, il est très difficile d'abord, de dire non, venez, c'est moi qui dois vous examiner. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ces femmes victimes de violences sexuelles s'adressent généralement en première intention aux centres de santé les plus proches. Elles vont à ce centre. Et troisièmement, il y a un élément que vous négligez, c'est que les avocats, ils envoient si par exemple ils sont commis par un avocat, l'avocat leur dit allez-y voir tel médecin. Ils vont là-bas. Moi, les quelques rares, peut-être si j'ai eu à l'examiner, c'est accompagné par un avocat qui me connaît, il dit oui, professeur Hassan, il faut voir et tout ça là. Mais si l'avocat dit vous allez partir à mère et enfant, ou vous allez la victime, elle va partir où? Là, on l'a dirigée d'aller. Soit elle-même, de son propre chef, elle dit je vais voir tel médecin, parce que je le fais confiance, c'est mon médecin, je le connais, ou bien on l'oriente. Mais c'est très difficile pour un médecin légiste qui dit non, 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 venez chez moi ici, n'allez pas là-bas. Déjà, ça pose un problème entre nous, médecins. Pour terminer, professeur, vous avez identifié certains corps formellement qui Oui. ont été restitués à leurs parents. Oui. Le reste des corps avait été exposé à l'esplanade de la grande mosquée Faisal. Tout à fait. Vous, en ce qui vous concerne, ce sont les corps qui étaient au niveau des deux morgues que vous avez rassemblés pour envoyer à la grande mosquée Faisal. Oui. Rappelez-moi le chiffre, c'était combien? 27. 27. Oui. Il a été acquis au débat ici que la commission de restitution a présenté à l'esplanade du palais
à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, 57 corps. 57 corps. Vous étiez là, en blouse, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous aviez vu ces 57 corps-là? Non. Combien de corps étaient là-bas? 27 corps, je le dis. Seulement. Ah, c'est ce que j'ai envoyé, c'est ce que j'ai compté. C'est ce que vous avez envoyé. Mais est-ce que c'est ce que vous aviez vu Bon, à l'esplanade de la mosquée? Pour moi, 57 corps ne passent pas inaperçus. 57 corps couchés, ça ne passe pas inaperçu. Voilà. Vous êtes formel? Même si vous venez aujourd'hui, parce qu'on peut vous donner même, on peut vous délimiter, hein, là où on avait exposé les corps. Vous pouvez mesurer. Vous êtes formel que ces 27 corps qui étaient... Bon, je suis formel que dans les deux morgues, il restait 27 corps et c'est les 27 que moi j'ai envoyés à l'esplanade. Et ce sont les 27 que vous avez vus à l'esplanade de la mosquée? Je n'ai pas compté ce que j'ai vu. Je n'ai pas compté. Parce qu'en réalité, je sais... Professeur, Oui. 27, 57, la différence est énorme. C'est énorme. Voilà. C'est Qu'est-ce que pour vous cette- avez vu? C'est pour cette raison que je vous dis, 57 pour moi était excessif. Je ne pouvais pas voir. Vous avez vu exclusivement 27 corps, c'est ça? 27 corps. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Des cas de complicité, de torture. Personne, c'est vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Il est complice de quoi? Il a fait quoi? Et la gravité, Monsieur le Président, c'est sciemment fait. Parce que le complice peut être puni des mêmes peines que l'autre principal. C'est le régime juridique de la complicité. C'est une évidence. C'est tout, Monsieur le Président. Et à partir de là, puisque le ministère public se cache derrière une demande qui a fait l'objet de beaucoup de débats ici, ou la question de requalification. Il faut trouver à tout prix un échappatoire pour prendre la tête de ce monsieur-là. Mais ça, c'est réglé. C'est réglé, Monsieur le Président. C'est réglé. Mes distingués confrères de la défense, très poignants, passeront ici. Et on en a débattu. On en a débattu. On en a débattu. Monsieur le Président, c'est grâce à la réforme enclenchée depuis le 26 octobre 2016 que certaines infractions ont été renvoyées devant le tribunal criminel. Parce que vous avez certainement, en matière maintenant pénale, vous avez une plénitude de compétences au sens de l'article 378 du Code procédure pénale guinéen. Ça traite la compétence du tribunal de première instance. Sinon, les coups et blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, ce sont des infractions correctionnelles qui relèvent de la compétence du tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle. Mais si quelqu'un se retrouve devant un tribunal criminel, ce n'est pas votre faute, c'est la réforme. Mais puisque vous avez une plénitude de compétences, vous avez la possibilité de trier, de savoir telle personne est poursuivie pour telle infraction, telle personne autre est poursuivie pour telle infraction. Il vous appartient, Monsieur le Président, de trancher. Complicité d'enlèvement. Mais qui a été enlevé ici? Et que l'intéressé démontre que le colonel Djabi était complice de cet enlèvement. On a parlé des cas de torture. Qui a vu où le colonel Abla Chérif Djabi? Nulle part. Nulle part. Nulle part, ce monsieur n'a la possibilité de participer à un acte de torture en fournissant des moyens ou en donnant des instructions. On donne les instructions lorsqu'on est responsable, lorsqu'on veut, lorsqu'on a une équipe, lorsqu'on a des subordonnés. On donne l'ordre, on exécute l'ordre.
c'est pas bien. On devrait avoir le courage, à un certain moment donné, lorsqu'on est parquetier, parce que vous poursuivez à charge et à décharge, lorsque vous vous rendez compte que les faits qui sont reprochés à telle personne ne sont pas constitués, je m'attendais à ce que le ministère public, peut-être, vous dise, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, respectueux membres du tribunal, en ce qui concerne les infractions, coups et blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, complicité de participation, de fourniture, d'enlèvement et torture, de séquestration, à l'encontre du colonel Abba Chérif Diaby, ces faits ne sont pas constitués. Nous avons trouvé aucun indice. C'est très courageux. C'est très courageux. C'est possible. C'est courageux, c'est possible. Et donc, le simple fait de dire simplement que le colonel a agi en pleine connaissance de cause, en participant à l'instruction, à la fourniture pour la commission des infractions d'enlèvement, des infractions de torture, des infractions de séquestration des manifestants, c'est sincèrement de l'abus. C'est de l'abus. C'est vraiment de l'abus. Là-dessus, on ne discute pas trop parce que simplement, Monsieur le Président, aucun acte, aucune preuve ne peut être brandie à l'encontre de mon client en ce qui concerne cette infraction parce que simplement, il n'y a aucun fondement. La torture, la séquestration, il faut un lieu. Et lorsque vous avez ces lieux, vous devrez être en mesure de prouver qu'il y a une personne extérieure qui a participé à cette torture ou bien qui a encouragé ou qui a facilité la commission de ces infractions. Mais alors, qui a parlé ici? Partie civile, ministère public d'ailleurs, et aussi les témoins. Les témoins. Tantôt il y a les tortures au camp Koudara, à l'époque. Mais qui en a ici, effectivement, que le colonel Abla Chérif Diaby était présent, qui n'a pas dénoncé, qui a participé à la commission de ces infractions-là? Personne. 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 Et donc, ces infractions prévues à l'article 303 du Code pénal, cette complicité à l'égard de mon client est sans objet, sans fondement. Sans objet, sans fondement. Ces infractions ne sont pas constituées à son encontre. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, honorables membres du tribunal, statuant en matière criminelle, dans ce procès historique du 28 septembre, des événements du 28 septembre 2009, l'heure de la vérité a sonné. Vous devrez véritablement être très patient et très prudent. N'acceptez pas qu'on vous conduise dans les erreurs. N'acceptez pas qu'on vous conduise dans les erreurs. N'acceptez pas. Je vous sais indépendant. Depuis, vous avez incarné une personnalité depuis. Reconnaître la valeur de ton prochain, ce n'est pas une faiblesse. C'est une prise de conscience pour en faire autant. Vous méritez d'être salué. C'est une évidence. Loin de vous jeter des fleurs, c'est ce que vous méritez en fait. Alors, Monsieur le Président,
disais tout à l'heure que, à travers vous et par votre autorisation de m'avoir donné la parole, les uns et les autres sauront ce grand monsieur qui est là. Ce grand monsieur qui est assis ici au box des accusés aujourd'hui. Colonel Abla Chérif Diaby. C'est pas n'importe qui quand même. C'est pas n'importe qui. Monsieur le Président, son parcours, je souhaite que ceux qui font la faculté de médecine puissent emboîter les pas. Ceux qui veulent être militaires puissent emboîter les pas de ce monsieur-là. Monsieur le Président, en 1967, colonel Abla Chérif Diaby est inscrit à l'école primaire de Matam, Petit Moscou, Matam 1, Conakry, admis au CPE en 1975. Collège Bonfim, à l'époque appelé CER, du deuxième cycle de Bonfim. BEP en 1975 à Bonfim. Lycée Bonfim, centre de l'enseignement révolutionnaire. Baccalauréat unique en 1978. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés. Au lycée de Coléa, admis avec mention bien, lauréat. Tout part de là. 1978-1984, faculté de médecine et pharmacie de Hayamafori, Bangoura, premier degré, et de l'Institut Polytechnique de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Diplômé de docteur en médecine, enrôlé dans l'armée en 1985 pour la formation militaire obligatoire, 19e promotion de l'université, appelée Hindou Police ou Wantagni, donné. Notez bien, Monsieur le Président, à l'époque, l'armée guinéenne ne comptait que 2 médecins. À l'époque, il n'y avait que 2 médecins dans l'armée guinéenne. Et il faisait partie. Le reste, c'était des infirmiers. Alors, diplôme universitaire obtenu. Doctorat en médecine de la faculté de médecine et pharmacie de l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry. Diplôme en médecine infectieuse et tropicale de l'université de Marseille 2. Diplôme de médecine de catastrophe de la faculté de médecine de l'université d'Aix-Marseille. Diplôme de chirurgie générale de la faculté de médecine de l'université Mohamed V de Rabat, c'est le Maroc. Diplôme de chirurgie de guerre de l'école d'application de l'hôpital militaire de Valde de Paris. Diplôme de médecine et armée de l'école d'application de collège de médecine de San Antonio de Texas aux États-Unis d'Amérique. Breveté parachutiste de l'école des troupes aéroportiers de Port-France. Diplôme de commando du Centre national d'entraînement commando de Montiou, ça c'est en France. Compagnie d'effectuer guerre de la Sierra Leone, guerre du Libéria, guerre de la Guinée-Bissau, attaque rebelle en Guinée en 2000, comme demande de l'antenne médico-chirurgicale. Cette partie, lorsqu'il a passé ici, Monsieur le Président, colonel Chérif vous a dit qu'il a été même un prisonnier de guerre. Mais au même moment,